Mais tout d'abord, merci. Alors, excusez ma voix un peu cassée ce soir. Et merci au groupe de rythmologie pour cette invitation qui me fait vraiment très plaisir. Donc effectivement, le titre peut être ambitieux et les réponses ne seront peut-être pas à la hauteur de la question. Donc mes relations avec l'industrie, et notez que j'en ai une avec la société Implicity. Donc si on parle d'intelligence artificielle en cardiologie comme en médecine en général, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que c'est le patient qui doit être au centre de la discussion et des processus, et qu'on n'est pas là pour faire de la technologie pour la technologie. Vous connaissez tous ce schéma général de comment marche l'intelligence artificielle. On part effectivement de données patients, d'un patient donné qui vont aller vers une plateforme numérique, qui vont être agrégés avec l'ensemble de données de multitudes de patients. Ça peut être des centaines, des milliers de patients suivant les bases de données. Tout ça, ça va dans des grands serveurs informatiques, et c'est là que les outils d'intelligence artificielle vont faire un peu le travail pour pouvoir préciser ce qui se passe à l'échelon du patient, donc que ce soit en termes de thérapie à un instant T ou en termes de prédiction. Donc finalement, ce n'est pas une révolution en ce sens qu'on a changé ce qu'on connaît depuis des années, qui sont les algorithmes qu'on développait, je dirais un peu de façon manuelle sur notre connaissance médicale, et qu'à la place, on a mis des outils numériques, mais tout de même avec le même objectif. Et l'objectif, je le redis encore, c'est le patient, avec soit un objectif de productivité. Alors le terme peut faire peur un petit peu, mais c'est de faciliter la gestion. Et typiquement les alertes, c'est un outil de productivité. On ne va pas s'occuper des fausses alertes, on va se centrer sur les vraies alertes. Et puis l'autre enjeu, c'est bien sûr la prédiction. Donc, quand on regarde en cardiologie et qu'on se concentre uniquement sur l'électrocardiogramme, vous avez ici les évolutions des publications dans le terme de l'IA autour de l'ECG. Et vous voyez que depuis les années 2020, ça a littéralement explosé. Et nous, médecins, on n'en voit que 15%. La grande majorité de ces publications, c'est fait dans des données scientifiques de data science et non pas dans les données médicales. Donc, vous voyez que c'est un domaine qui évolue de façon extrêmement importante. Et il ne faut pas oublier qu'en France, on a une excellence académique en mathématiques. Et là, c'est les Metai Fields, qui est l'équivalent du Nobel en mathématiques rapporté à la population française. Vous voyez que finalement, on est en tête de gondole. Donc, effectivement, il y a une très bonne formation en mathématiques en France. Malheureusement, un certain nombre de ces formations sont utilisées, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, il y a un vrai savoir-faire, et il y a un vrai savoir-faire autour des startups. Alors, j'ai pris 3 exemples, un petit peu de façon arbitraire, que vous connaissez peut-être tous les uns et les autres. Cardiologs, maintenant, qui a rejoint le groupe Philips, Implicity, dont on a déjà parlé, et puis Volta. Donc, Cardiologs, ils s'intéressent essentiellement au traitement de l'ECG sous toutes ses formes, et notamment au traitement du Holter. Et donc, ça vous a déjà été montré par Peggy, comment ça marche globalement. Donc, pas mal de publications qui sont parties des travaux de l'équipe de cardiologues. Vous avez quelques auteurs de ces publications que vous connaissez bien, certains étant potentiellement dans cette salle. Et je vous ai pris juste un exemple d'un des travaux de fait cardiologues autour des montres connectées. Donc on change un peu de domaine. Donc là, c'est avec la smartwatch, mais ça pourrait être avec un autre montre connectée, qui vous montre clairement que l'algorithme développé par cardiologues fait beaucoup mieux que les algorithmes maison d'Apple, que ce soit la première ou la deuxième génération d'Apple. Je ne vois pas la souris apparaître, mais ce n'est pas bien grave. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on voit qu'en utilisant cet algorithme, ça nettoie beaucoup les diagnostics incertains. Donc ça fait le ménage un peu sur les solutions difficiles. Donc Implicity, on en a déjà parlé. Donc Implicity développe à la fois des algorithmes d'IA pour la productivité, on l'a vu, c'est notamment faire le nettoyage dans la détection de la fibrillation atriale, mais aussi des algorithmes de prédiction, et notamment il y a un gros travail en cours dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. Ce qui est amusant, et je vais refaire un peu d'histoire parce qu'on était un peu concerné à Rennes dans cette histoire, puisque Implicity, les premières idées viennent d'un travail qu'on avait fait le cas dans un projet ANR qui s'appelait Akhenaton, avec Anita Burguin, qui est maintenant à Paris, sur la détection de l'AFA et l'anticoagulation. Et c'est à partir de ces travaux très préliminaires, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, qu'on a mis en place la structure, et qu'Arnaud Rosier a eu le courage de se lancer dans la création de la start-up, avec ici une validation de la détection des épisodes de FA.
Et quand je vois le tracé en bas et à droite, la question que je poserai à tout le monde, est-ce qu'à partir du premier épisode de FA paroxystique, on serait capable de définir l'épisode de FA persistante qui va arriver quelques temps plus tard? Et pour moi, c'est un des enjeux aujourd'hui, potentiellement dans la médecine prédictive. Donc voilà aussi, pour dire que tout ça, ça repose aussi sur des publications dans des revues qui sont solides et que ce n'est pas du sable. Dernier exemple, c'est Volta, toujours dans le champ de la rythmologie. Donc Volta, c'est une plateforme d'aide à l'ablation de la fibrillation atriale, et notamment la fibrillation atriale persistante. Donc encore un outil qui est basé sur des analyses d'IA et de deep learning avec des gros échantillons. Une plateforme qui peut s'adapter à tous les autres supports d'ablation, à tous les autres outils que vous utilisez au quotidien au laboratoire. Et là encore, une grosse validation clinique. Et j'insiste sur la validation clinique, c'est-à-dire que l'IA, c'est très bien, mais de l'IA sans validation clinique, on ira dans le mur. Donc la validation clinique est fondamentale. Et là, j'ai pris juste un exemple de l'étude de Taylor AF. Je crois que vous avez déjà vu la diapositive cet après-midi qui vous montre donc une réduction des récidives de fibrillation dans le cadre de la FA persistante quand on utilise le système Volta. Même si on a une interrogation sur éventuellement les tachycardies atriales, je ne rentrerai pas dans la discussion. Alors, quand on regarde la littérature, on a l'impression que le CG peut tout prédire. Vous appliquez l'IA à l'ECG, vous allez donner la fraction d'éjection du ventricule gauche, vous allez donner les pressions de remplissage, vous allez même prédire l'anémie, vous allez prédire l'hypokaliémie, vous allez prédire l'hyperkaliémie. Donc, on peut finalement tout prédire. Mais quand on creuse un peu et qu'on va dans le domaine spécifique de la cardiologie et sur un sujet qui nous passionne, qui est la prédiction de la mort subite, ben là, on est un peu déçu quand vous regardez les études. Il y a une très grande variabilité sur l'air sous la courbe. Ça va de 0,55 pour les moins bonnes, donc 0,55 c'est plutôt catastrophique, et puis ça peut monter à 0,95 pour les meilleurs, mais là on voit que c'est souvent sur des petites populations dans des cas très spécifiques. Donc je crois que dans ce cadre-là, on n'y arrivera pas uniquement avec le CG et qu'il faudra faire des études multiparamétriques. Et ça, je crois que c'est les enjeux de demain avec tous les outils qu'on peut utiliser sous forme numérique, notamment l'imagerie, mais aussi éventuellement les données de génétique. Ce qui est important, c'est aussi ce qui est à droite de la diapo. Il faut un minimum d'explicabilité pour le docteur. Le docteur, il aura du mal si c'est une blague noire qui lui dit il faut faire comme ça ou faire comme ça, que ce soit sur le CG, que ce soit sur l'imagerie. Pas forcément tout expliquer, mais au moins donner des pistes. Alors, on parle d'insuffisance artificielle de façon générique, et je pense qu'on devrait parler des intelligences artificielles. On parle beaucoup aujourd'hui des réseaux de neurones et du deep learning, donc la partie, entre guillemets, gauche de la diapositive, mais qui est très peu explicative. On ne sait pas trop ce qui sort de ces boîtes. Par contre, on a une IA ici, sur la droite de la diapositive, qui sont les jumeaux numériques, où on a vraiment l'explication de ce qu'on fait, notamment avec des données et des modèles physiologiques. Donc, c'est de l'IA qui est beaucoup plus explicative et qui, à mon avis, sera beaucoup plus accessible pour le clinicien. Et puis, entre les deux, vous avez ce qu'on appelle l'IA symbolique. Alors, c'est marrant parce que les anglo-saxons, ils appellent ça la Gold Old-Fashioned Artificial Intelligence, un GOAFI, ce qui est assez amusant comme expression. Et c'est le genre d'outil qu'on avait utilisé dans un travail sur le Bongada avec certains co-auteurs français pour démontrer, cette fois-ci, on s'était intéressé au QRS et à la dynamique du QRS à l'effort. Et on avait été capable, sur cette analyse, de différencier les patients qui étaient symptomatiques et asymptomatiques. Et on avait un peu d'explication, notamment donc, sur les angles, sur les différentes phases du QRS, avec des valeurs de prédictives qui n'étaient pas si mauvaises que ça. Bon, 0,83, c'est pas le Graal, mais c'est déjà pas trop mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne travaillait que sur 100 paramètres, donc finalement peu consommateurs en calcul. Et puis là, le curseur, il est encore parti plus à gauche aujourd'hui. C'est tout ce qu'on appelle les IA, les modèles d'IA générative. Et alors là, on n'est plus dans l'explicable. La machine va tourner et va vous sortir les résultats. Et donc tout ça, c'est typiquement ce qui est mis en application dans ce qu'on appelle les LMM, les Large Language Models. Vous pensez éventuellement à ChatGPT. Donc qui travaillent sur des grosses bases de données, qui travaillent sur des réseaux de neurones qui sont extrêmement larges, bien sûr avec toujours des dossiers d'entraînement. Et puis la base de ces travaux sur les LMM, c'est ce qu'on appelle la tokenisation des données, c'est donc de découper les mots en fragments. Je vous donnais un exemple ici avec darkness et brightness. Vous voyez qu'on peut avoir ce qu'on avait appelé deux tokens. Les tokens, c'est jetons, si on emploie le terme français.
Donc vous voyez que vous pouvez coter les deux noms et vous voyez que vous gagnez sur le plan numérique parce que le NES, vous allez utiliser le même code numérique que ce soit pour darkness ou pour brightness. Donc c'est des outils importants. Mais vous voyez que là, on est parti sur plus de 400 milliards de paramètres quand vous êtes sur la dernière version de Meta, LLMA3. Donc des données de calcul extrêmement considérables qui nécessitent des serveurs. Et donc l'interrogation, c'est qu'on est en train de construire peut-être des monstres, et c'est tout le monde qui s'en interroge. Alors, je vous ai mis un papier du New York Times de 2023 qui est très intéressant parce que c'est très généraliste, et je vous conseille d'aller le relire maintenant si ça fait 2 ans qu'il a été publié. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de reprendre l'expression d'une spécialiste de l'IA, donc ce n'est pas des docteurs qui parlent, mais des spécialistes du numérique, qui se demandent si c'est vraiment des machines qui raisonnent ou si ce ne sont pas des perroquets qui nous donnent des choses de façon un peu aléatoire. Donc, même, vous voyez, le domaine de l'IA et des mathématiques s'interroge sur la valeur profonde de tout ça. On peut s'interroger aussi sur l'adéquation avec tout ce qui concerne la privacité des données, de respecter les règles autour notamment du numérique. Donc, il y a beaucoup d'issues. Et je me suis posé des questions, comme à tous ces systèmes, une question simple. J'ai demandé à ChatGPT, what is CRT? Je l'ai posé en anglais, parce que comme c'est anglais, donc j'ai la réponse en anglais, et vous voyez que ce qui sort, c'est Cathode Ray Tube et Critical Race Theory. Bon, et dans les petites notes, vous voyez arriver à la Cardiac Resynchronization Therapy. J'ai posé la même question en français au chat, parce que le chat, c'est la version française de ChatGPT, donc de la société Mistral, et il me fait exactement la même réponse sur le rayon cathodique et sur la théorie des races. Et puis, il va aussi me dire que finalement, ça peut être utilisé en médecine. Donc, c'est un peu rassurant de voir que finalement, en utilisant des outils différents, on arrive à la même solution. C'est un peu inquiétant aussi de voir qu'on met autant d'énergie pour arriver à des réponses qui se recoupent. Donc, c'est des questions intéressantes. Alors, il y a beaucoup de limites à ces outils. La limite, on l'a vu depuis le début, c'est quand même la qualité et la quantité des données qui sont mises dans ces bases de données. Comme disent les anglo-saxons, garbage in, garbage out. Donc c'est très important sur la qualité des données et sur l'annotation. Et ça, on l'a dit, mais l'annotation, c'est beaucoup de travail. Et l'annotation, c'est du travail humain. Et donc, il peut y avoir des biais. Et un des biais classiques dans ces modèles, c'est le genre. C'est le genre. Et je prends toujours un exemple. Quand vous leur demandez c'est qui une hôtesse de l'air, c'est une femme. C'est qui un pilote d'avion, c'est un homme. C'est scandaleux, mais c'est quand même ça parce que l'histoire des bases de données, et on pourrait prendre la même question dans beaucoup de méthodes. Il y a aussi un risque d'hallucination. Alors les hallucinations, c'est quand ils vous répondent quand ils ne savent pas. Ils ne savent pas ne pas répondre. Donc ils vont vous faire des réponses à côté de la plaque. Alors j'aurais pu vous mettre des exemples intéressants et amusants parce que j'en ai cherché quelques-uns. Amusez-vous à demander à ChatGPT de vous écrire votre CV. Ça va être intéressant. Les uns les autres, là, ce soir, en rentrant, vous tapez ChatGPT et vous lui demandez « S'il te plaît, écris-moi mon CV ». Il faut tutoyer ChatGPT. Et vous verrez, c'est amusant. Et vous verrez que la réponse sera différente en fonction de ce que vous faites. Donc les cliniques et les performances cliniques doivent vraiment être validées et il faut un minimum d'explicabilité pour les médecins. Je ne parlerai pas de la consommation d'énergie, c'est catastrophique. Ça a été évoqué tout à l'heure par Pierre Jaïs en termes de sustainabilité. C'est quand même une vraie question avec ces outils qui consomment énormément d'énergie. Alors, on peut avoir deux façons de voir les choses. Soit on est très optimiste sur la techno, et je vais reprendre une phrase de Geoffrey Hinton, qui n'est pas un médecin, qui est un spécialiste de l'IA, qui avait dit qu'il ne faut plus former de radiologues parce que de toute façon, la radiologie, c'est l'IA qui va faire le boulot. Et puis, il y a des médecins souvent qui disent que de toute façon, on n'y arrivera pas. Il ne reste pas moins que vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre d'outils qui sont validés par la FDA ou marqués CE dans plus de 700 de prothèses médicales, mais globalement, toutes ne sont pas utilisées au quotidien. Et puis, Pulse Life, c'était une interrogation donc, qui a été faite en France dans des professions médicales et paramédicales. Et vous voyez que globalement, plus de la moitié des spécialistes sont plutôt confiants dans l'IA pour les aider au diagnostic et à la prise en soin, et la plupart, entre guillemets, ne sont pas trop inquiets pour l'avenir de leur profession ou de leur expertise. Mais ce n'est pas 90% de réponses positives, on est à 60% et 66%. Donc si on veut que l'IA devienne
soit accepté. Il faut répondre à toutes les questions qui sont aussi posées. Je ne vais pas les prendre les unes après les autres, mais c'est fondamental si on veut avoir une confiance des médecins et des agences de régulation. Et bien sûr, à la fin des patients, parce qu'il faudra bien expliquer aux patients comment on prend la décision, avec des mots qu'on n'aura peut-être pas, parce que ce n'est pas basé sur notre connaissance. Et tout ça, on n'y arrivera que si on met des humains dans la boucle. Donc l'IA, ça ne peut pas être des boîtes noires qui travaillent toutes seules. Alors, un autre challenge dans le domaine des prothèses médicales, c'est la validation clinique. Et on se pose beaucoup de questions aujourd'hui, c'est comment on peut valider les outils d'IA qui sont embarqués et qui seront de plus en plus embarqués dans les prothèses, y compris dans les prothèses implantables. Et c'est pour ça qu'un consortium a été créé au niveau européen pour essayer de proposer des méthodologies pour répondre aux questions posées. Et vous voyez que la France, il y a un certain nombre de France à Paris, Grenoble, Lyon, Rennes et Strasbourg qui sont impliqués dans ce grand projet européen piloté par l'hôpital de la Charité à Berlin. Il y a aussi un enjeu autour des recalls. Ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être moins en tête, mais ce sont des produits médicaux et donc qui vont être soumis à des recalls. Et vous voyez, c'est un papier récent de cette année qui vous montre que les dispositifs d'IA n'échappent pas au recall. Et ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'il y a d'autant plus de recall que l'évaluation clinique n'a pas été bien solide. Donc clairement, on voit qu'on revient aux côtés de la validation clinique. Il y a des enjeux de souveraineté. Je crois que c'est majeur. Alors, des enjeux de cinématique dans la dynamique industrielle. Alors là, je vous ai mis les enjeux économiques, ils sont majeurs. Vous voyez les enjeux financiers. Vous regardez les investissements qui ont été faits en 2025 par les grands groupes de l'IA. Donc, c'est considérable. Alors, DeepSeek, on ne sait pas trop, parce que comme c'est un chinois, c'est toujours un peu obscur. Alors, je vous ai mis aussi des données qu'on trouve dans la littérature plutôt financière, sur le coût de production, et on retrouve mes petits tokens de tout à l'heure. Pour produire 1 million de tokens, c'est à peu près 750 000 mots. Chez OpenAI, donc ChatGPT, ça coûte $60, et chez DeepSeek, ça coûterait que $2. D'accord ? Donc, côté économique, c'est peut-être intéressant. Alors, en termes de souveraineté, nous, en France, on a la chance d'avoir Mistral AI, donc c'est important. C'est le chat dont je vous ai parlé de tout à l'heure, donc qui est quand même valorisé à 12 milliards d'euros. Et quand vous faites la somme de tout ça, vous voyez quand même que le drapeau américain, il pèse extrêmement lourd. Et quand on voit comment se passent aujourd'hui les relations entre les USA et le reste du monde, ça peut quelquefois poser des interrogations. Mais on est sauvé. On a un institut de la souveraineté numérique, et je pense qu'avec tout ça, on peut dormir tranquille. C'est un peu un joke, comme on dit, mais c'est un peu ça quand même. L'autre enjeu, c'est la souveraineté des données. Alors, la souveraineté des données, alors là, je me suis centré sur la France. Et vous voyez qu'en France, on est quand même assez structuré. Vous voyez qu'il y a plus de 80 bases de données qui sont répertoriées par la CNIL. Donc vous connaissez tous déjà le Health Data Hub. Nous, dans le Grand Ouest, on a un système collaboratif qui s'appelle IOP. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de centres, et notamment en région parisienne, il y a beaucoup de centres. Donc il y a des petits ou des grands centres. Et tout ça, c'est relativement structuré et c'est relativement encadré, avec à peu près moitié d'acteurs publics, moitié d'acteurs privés à but non lucratif, et 22 acteurs totalement privés. Et vous voyez que la courbe est ascendante de façon régulière et ça va commencer à augmenter. Donc il faut qu'on ait une approche souveraine sur les données, notamment que ce sont toujours des données sensibles parce que ce sont des données qui concernent la santé. Donc pour essayer de répondre à la question posée, avenir prometteur, c'est oui, c'est évident. Mais sans donner un blanc-seing, il faudra toujours qu'il y ait l'œil humain derrière et l'œil du docteur. Révolution imminente, j'ai fait un commentaire. Moi, la révolution, ça me fait toujours peur. Tout changement brusque et violent, c'est la définition d'une révolution, à mon avis, ne peut être que contre-productif. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut accompagner le changement si on veut réussir les transformations. Et si vous vous ennuyez le soir avant de vous endormir, je vous conseille de lire le chapitre consacré à l'IA dans le livre de notre ami rythmologue Jack Singh. Merci.